Alors, de nombreuses recherches scientifiques tout à fait sérieuses démontrent ces dernières années que des plantes et des substances dites psychédéliques peuvent guérir des addictions ou des dépressions profondes. Pourquoi ces substances sont considérées en France comme des drogues? Pourquoi ce rejet? Quel serait le danger? Mais surtout, quelle merveille ces substances peuvent-elles offrir aux humains? C'est les questions qu'on va poser aujourd'hui à Olivier Chambon, médecin psychiatre depuis plus de 30 ans, auteur de nombreux livres sur la psychothérapie, la survie de la conscience et surtout l'expert français de l'utilisation thérapeutique des psychédéliques. Bonjour Olivier. Bonjour Lydie. Bienvenue, je suis ravie de te retrouver pour un thème passionnant. Ça fait longtemps que j'avais envie qu'on en parle chez Mental Wave. Avant de démarrer, je voudrais faire un petit rappel important, hein. Il est aujourd'hui interdit par la loi de consommer des psychédéliques en France. Et dans ton travail comme dans cette interview, on n'incite pas à leur consommation, on veut simplement échanger autour de l'étude de ces substances par des scientifiques, par des médecins comme toi. Tu es médecin psychiatre. Voilà, c'était le petit rappel nécessaire avant de commencer. Et est-ce que tu veux bien expliquer aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle de psychédéliques? Principalement, ce sont des produits qui, contrairement aux drogues classiques, qui elles rétrécissent la conscience, sont des produits qui élargissent la conscience, qui mettent dans des états modifiés de conscience, qui ont des grandes propriétés thérapeutiques pour changer, modifier, transmuter toutes les petites souffrances ou les grandes souffrances de l'ego. Parce que tu as cité les dépressions, mais c'est aussi efficace, donc, comme tu l'as dit, dans les addictions à l'alcool, héroïne, cocaïne, nicotine, mais aussi amphétamine. Mais aussi c'est utile dans les troubles post-traumatiques Mmh. et dans de nombreux autres troubles. Alors pour l'instant, la recherche pour ces derniers troubles a moins étudié, mais en tout cas, il y a des résultats prometteurs dans de nombreux troubles, genre les troubles du comportement alimentaire, les troubles obsessionnels compulsifs, etc., etc., les troubles notamment conjugaux ou familiaux. Donc ce sont des substances donc, qui élargissent la conscience, qui l'enrichissent, mais on n'a pas l'habitude de ça, surtout dans nos civilisations occidentales très rationnelles, rationalistes, matérialistes. Or, ce sont des substances qui agissent surtout par et à travers le cadre qu'on met autour d'elles. C'est-à-dire, ce pas des substances magiques qui font tout le travail à la place de la personne, un peu comme si c'était dans une sorte d'hypnose, il se réveille, paf, tout a été changé, tout a été guéri. Non, ce sont des substances qui favorisent le travail sur soi ou la connexion du petit soi à plus grand que soi, voire à la spiritualité. En fait, ça a un effet psychothérapeutique et un effet spirituel, pour peu que ce soit très bien encadré par des personnes habilitées, c'est-à-dire qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, un savoir-être, qui fait qu'une expérience qui pourrait s'avérer très difficile à vivre seule devient très fructueuse, même si elle n'a pas été facile. Oui, Ce c'est sont d'une tout bien sauf des complexe. paradis artificiels, ce sont tout sauf des paradis artificiels. Ce sont des, souvent on passe par un petit enfer avant d'aller au entre Mmh. guillemets paradis, de par ces substances. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles, et pour que ces moments difficiles soient pas que des moments difficiles, c'est-à-dire qu'ils soient utiles, qu'ils nous apprennent quelque chose, qui nous permettent une transformation, il faut qu'ils soient encadrés. Le cadre d'un psychothérapeute, voire pourquoi pas un thérapeute transpersonnel ou spirituel, mais surtout un psychothérapeute, c'est ça qui fait 60%, enfin je dis 60%, c'est comme ça, c'est entre guillemets, c'est un ordre de grandeur. 60% du travail, c'est pas la substance qui fait 100% du travail. Oui, tu parles bien Donc l'importance d'une participation voilà, active. et contrairement aux drogues, Mmh. qui agissent sur le circuit de la récompense, le dopamine, sont des substances qui agissent sur d'autres neuromédiateurs et qui ne créent pas de dépendance. On a dit qu'elles les traitaient au contraire. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un aurait fait une thérapie avec plusieurs séances de suite que tout d'un coup, s'il arrête, il va être en manque, il va avoir un syndrome de sevrage, il va rechercher à tout prix à consommer, etc. Pas du tout. Parce que le matériel psychique et spirituel qui surgit lors de ces thérapies est tellement dense, intense, long à comprendre et à digérer, que ça donne pas du tout envie de refaire des séances une Immédiatement. semaine après, ou souvent le minimum c'est 1 mois de laisser passer entre 2 séances, Mmh. enfin 2 séances. Moi je parle en tant que psy, euh, mais les gens ils parlent pas forcément de séance, ils parlent d'expérience, Oui. Quand on parle de ces substances, pour préciser, on parle, de plantes sacrées comme l'ayahuasca, l'iboga, les champignons psilocybine. On parle, aussi de LSD, de MDMA. Ce sont les substances psychédéliques, hein, dont on Oui, le parle, cactus aussi, la mescaline, ouais, euh, et c'est vrai que les gens ont tendance, et la particulièrement kétamine, en pardon, la France, kétamine aussi pour les produits créés par l'homme, puisqu'il y avait, tu as cité la MDMA qui est oui. créée par l'homme aussi.
Et c'est vrai qu'on a tendance, la plupart des gens ont tendance à penser que ce sont des drogues, alors que, tu dis bien que ce ne sont pas du tout, des drogues, qu'il y a une différence. Elles ne sont pas, comme tu viens de le dire, elles ne rendent pas accro, addict, il y a pas de dépendance qui se crée et elles ne sont pas toxiques. Oui, elles ont la réputation erronée, c'est ça ce qu'on appelle des Mmh. mythes urbains, d'être, des drogues par méconnaissance, mais surtout parce qu'aux années 50-60, il y a eu un abus vraiment de prescription de Mmh. substances, de façon non encadrée, de façon, uniquement ludique ou récréatif, Mmh mh. sans respect pour le protocole nécessaire d'encadrement strict, par des gens compétents, comme je parlais, dans un endroit fait pour ça, et cetera. Mmh. Donc ça a été pris un peu de n'importe comment, donc un peu comme des drogues, c'est vrai, mais ça tient pas à la substance, ça tient à la façon dont on l'a utilisée. Et heureusement, après, il y a eu donc, enfin heureusement, malheureusement, il y a eu un arrêt à ça par la loi, Mmh. mais heureusement, après, dans les années début des années 90, il y a eu une reprise de la recherche très scientifique et légalement, les gens ont eu le droit de tester ces substances, comme on fait pour les nouveaux médicaments, et il s'est avéré que là, c'est révélé le potentiel, majeur pour des affections, on disait dépression, toxicomanie, troubles post-traumatiques, et cetera, qui sont difficiles à traiter par d'autres médicaments ou par d'autres méthodes thérapeutiques et qui répondent bien, très bien aux psychédéliques. Donc ça a Quand je été dis mis très de bien, c'est dans des côté. protocoles, hein, c'est dans des protocoles, Bien sûr, bien de avec la manière sécurité, encadrée. Ça voilà. a été mis de côté pendant un moment, la recherche, les labos, se sont à nouveau intéressés à ces substances. Toi, tu es du coup médecin psychiatre, donc habitué à travailler avec des substances qui permettent de travailler, sur soi, sur les problématiques humaines, hein, comme tu le disais au début. Comment tu en es venu personnellement à t'intéresser aux psychédéliques? Ah bah, c'est le biais des états modifiés de conscience sans substance qui m'a amené là. C'est-à-dire qu'au Mmh. départ, je me suis formé à l'EMDR, c'est une Oui. technique avec des mouvements oculaires rapides pour les traumatismes, ça met dans un état second, hein. Mmh. Du coup, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce qui se passe? C'est très puissant». Oui. Alors je me suis formé à l'hypnose médicale. Au cours de l'hypnose médicale, j'ai eu une expérience spirituelle que je ne recherchais absolument pas. Donc du coup, j'ai lu le livre de Grof, le père des thérapies transpersonnelles, à Mmh. Stanislav Grof, et du LSD d'ailleurs, de l'emploi du LSD à des fins thérapeutiques, qui s'appelait «Quand l'impossible arrive». Et là, j'ai vu qu'il y avait des expériences chamaniques ou des substances qui les favorisaient. Et donc, ben, j'ai commencé à m'initier au chamanisme. Et dans mon parcours d'initiation, il y a eu ces substances, ces plantes qui sont arrivées, mais Mmh. aussi des substances comme le LSD, hein, pas que les plantes. Et du coup, ça m'a montré tout le potentiel qu'il y avait. Mais alors, malheureusement, je savais que je ne pouvais pas les utiliser en France, parce que c'est interdit. Bien sûr. Et je suis allé dans d'autres pays, du coup, parfois pour pratiquer en tant que thérapeute, parfois pour continuer l'initiation, quoi. Et maintenant, alors il se trouve que justement en France, c'est plus qu'une question de temps puisque des pays très rationnels et très policés comme la Suisse, Mmh mh. heu, sont maintenant à l'avant-garde en Europe. C'est-à-dire que maintenant des psychiatres, psychologues peuvent demander à l'Office de santé fédéral suisse, c'est-à-dire le ministère de la santé un peu, d'être thérapeute accompagnateur avec des psychédéliques. Il y a à peu Merveilleux, près en Suisse? 70 comme ça soignants en Suisse qui sont habilités Waouh. et ils peuvent utiliser la kétamine, l'ecstasy ou MDMA, le LSD, les champignons à psilocybine, et de manière légale, mais alors il faut qu'ils fassent un petit dossier à chaque fois, mais ça va, c'est pas très Bien long. sûr. Et ils peuvent faire plusieurs séances avec plusieurs substances pour un même Oui. patient. Et D'accord, donc les choses c'est, avancent. les choses avancent beaucoup. Et il y a une de ces thérapeutes qui s'appelle le docteur Catherine Dufour, qui avec le docteur Ansgar Rougemont-Bucking, qui sont deux psychiatres en Suisse, qui forment des médecins à la thérapie par la kétamine en Suisse, de manière légale. Génial. Elle vient de sortir un livre de Catherine Dufour qui s'appelle Kétamine, thérapie, conscience, et où elle montre bien les enjeux psychologiques, psychothérapeutiques et spirituels de la prise de cette substance merveilleuse et polymorphe et polypotentielle, je ne sais pas si ça se dit pas, Mmh. multipotentielle, là c'est un mélange de grec et de latin, euh, de la kétamine dans les troubles justement dépression, traumatisme, Et alors ces addiction, etc. plantes, elles sont particulièrement, alors étudiées parce qu'elles ont des effets plus forts, plus profonds Oui, que ce qui alors existe voilà, actuellement de tout à fait, légal? tout à fait. En une prise ou en quelques prises, ça a des effets bien plus profonds, durables, Mmh. tant en termes de l'intensité des symptômes, soulagés qu'en termes des prises de conscience Mmh. énormes que ça amène. Prise de conscience de sa biographie personnelle, de son inconscient qui devient conscient, mais aussi de l'inconscient collectif ou transpersonnel, voire même une union en tout, c'est-à-dire quelque chose de spirituel.
qui change tout dans la vie des personnes qui le vivent. Ce que les médicaments classiques, antidépresseurs, anxiolytiques, bien sûr, ne permettent pas de faire. Eux, il faut les prendre longtemps, souvent, et les changements sont mineurs ou moyens et ne touchent pas le fond, c'est-à-dire ce qu'il y a sous la dépression et sous l'addiction, etc. Alors que là, on remonte vraiment à la source, voire même on dépasse la source personnelle pour aller dans l'universel, le transpersonnel. Et donc, c'est Donc, quelque chose de profondément, efficace et sur, des situations, des troubles pour lesquels on a du mal à trouver des solutions voilà, aussi permanentes, pour long peu, terme. pour peu que ça soit fait correctement, c'est-à-dire pour peu Oui, que ça tu soit insistes sur le cadre, bien hein? encadré. Ah ouais, tout le temps. C'est parce que Oui, les gens s'imaginent parce que c'est comme si je vous disais, vous voulez être champion du monde de conduite? Ben, je vous file une Formule 1. Ben, vous n'avez pas de champion de Formule 1 parce que la première chose que vous allez faire, c'est d'aller dans le décor, la première bien course. sûr, oui. Et il vous faudra des années et des années et des capacités hors du commun pour peut-être participer à une course sans tout de Oui. suite sortir de la route. Alors c'est quoi Donc le ça, contexte idéal du coup pour utiliser, pour, se faire accompagner de substances psychédéliques? ah bon, on parle de set et setting. Le Oui, set, c'est le cadre mental favorable. La personne a des intentions claires, elle est motivée, elle est curieuse, elle est prête à sourire, à laisser aller, à s'abandonner à l'expérience. Elle prend la responsabilité de ses émotions. Elle est prête parce qu'on lui a décrit un peu ce qui va se passer, les choses faciles, moins faciles, que faire dans ces cas-là, on la prépare. Et tout ça, c'est le set, c'est le cadre interne, mental de la personne. Puis il y a le cadre externe qui se compose à la fois du lieu et des thérapeutes qui sont présents. mmh, Et le cadre externe, c'est un lieu sécurisé, calme, confortable, avec des mouchoirs, avec des toilettes, avec la musique adaptée, avec des couvertures, avec des oreillers de coussin, de avec lumière, pas de des stimulation lumières, avec visible. parfois des stimuli, genre des cristaux, des œuvres d'art, etc. Un cadre naturel autour. Mmh, C'est quand même mieux que de faire sur un parking d'autoroute. C'est quand même mieux de faire ça dans un petit chalet, dans un grand terrain de plusieurs hectares, etc. Enfin, je bien donne un sûr. exemple. Enfin, ça fait partie du cas. Et puis la relation avec le thérapeute, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une relation de confiance qui soit établie avant la séance, parce que ça peut être difficile, donc il vaut mieux se sentir en confiance quand on passe par ces expériences-là. Et donc un thérapeute qui a montré sa compétence, son intérêt, sa motivation, son empathie et sa compréhension de ce qui se passe, parce qu'il l'a déjà vécu lui-même. Mmh, oui, il le Donc connaît. un thérapeute qui est capable de comprendre ce qui se passe au niveau biologique, au niveau psychologique et au niveau spirituel, les 3 niveaux d'intervention ou d'action des psychédéliques en quelque sorte. Parce que c'est quoi, les «risques» entre guillemets? Qu'est-ce qui peut mal se passer? D'ailleurs, il y a Non, des les risques, contre-indications? les risques, il y en a pas vraiment dans le sens, c'est très, très, très rare que moi, j'en ai pas entendu parler en France, enfin, dans ce que je connais. Après, il y en a sûrement eu, mais le risque auquel tout le monde pense, c'est de devenir fou, entre guillemets, la Mmh psychose. mh. Ça n'arrive que chez les gens qui sont déjà psychotiques, qui ont déjà eu des antécédents. Ils peuvent faire un nouvel épisode. Oui. C'est très rare que quelqu'un déclare de novo une psychose. En général, si c'est le cas, c'est parce qu'il l'aurait fait avec n'importe quel stimulant, Mmh. une rupture amoureuse, un accident, Ouais, etc. Et le psychédélique est là juste pour révéler la structure. oui, Non, ce qui peut se passer de difficile, c'est ce qu'on appelle des bad trips, oui. c'est-à-dire presque un traumatisme lié à l'expérience de la prise de la substance, qui ensuite nécessitera des, des traitements, genre le MDR, genre l'hypnose, pour Oui. disparaître. Mais ça, ces traumatismes se transforment en hard trip, les bad trips se transforment en hard trip, c'est-à-dire non plus expérience mauvaise, mais une expérience difficile, ce qui est Mmh mh. différent, il y a une nuance. Parce Ouais. que le hard trip, c'est une expérience difficile, c'est-à-dire qui sert à quelque chose, contrairement au bad trip. Le bad trip, ça sert à rien, ça nous traumatise. Le hard trip, c'est dur, on en bave, mais on a compris, mis à jour, révélé, pris conscience et traité, retraité On a des un retombées élément positives. caché de nos ombres, de nos personnalités intérieures, de Mmh. traumatismes intérieurs qui étaient inconscients. Donc ça sert à quelque chose. Et d'ailleurs, si on fait, il y a des études qui ont été faites et on demande aux gens, dans 80% des cas, ceux qui ont vécu un hard trip, c'est-à-dire un bad trip qui était bien encadré, donc qui s'est transformé en expérience thérapeutique, Mmh. 80% des gens disent si c'était à faire, je le referais. Waouh. Alors que ceux qui ont vécu un vrai bad trip, la vraie, t'aurais dit, ils veulent pas le refaire du tout, ça leur Bien servira à sûr. rien, ils ont juste souffert pour rien. Et un bad Donc, trip, c'est ce qu'on va vivre quand on va vivre l'expérience en festival, dans un contexte ben, non on peut, voilà, encadré on le vit et où ça beaucoup va plus. mal se passer. Mais après, il y a pas la possibilité, voilà, de venir, retransformer, l'expérience et en faire quelque chose, de positif. Alors que quand c'est encadré, ça va pouvoir devenir un hard trip, donc qui a été difficile, mais transformateur.
très bien résumé, merci. Tu as fait mon travail. Avec plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a peut-être des personnes, voilà, que ça intéresse, à qui ça parle. On sait que dans notre audience, il y a des personnes qui souffrent, hein, très certainement. On parle de dépression, on parle d'addiction, de troubles, de dépendance. Voilà, ce sont des choses qui touchent beaucoup d'humains, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on consomme ces substances? Ça peut faire peur. On se dit: «Il va y avoir des Bah, hallucinations». déjà, quand on consomme ces substances, ça se fait pas, «Bonjour monsieur, je viens pour une substance, tenez, prenez, Mmh. asseyez-vous et accouchez-vous et vivez votre expérience». Pas du tout. Il y a des séances de préparation, Oui. s'assurer que la personne a des structures physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales qui sont amenables à la thérapie psychédélique. C'est pas n'importe qui. On va pas prendre des psychotiques, comme je dirais, ni des états borderline ou des gens qui ont des Mmh mh. personnalités paranoïaques, ou etc., etc. Il faut pas qu'il y ait des stases, des blocages énergétiques importants, parce que lors de la montée de l'expérience, il y a des phénomènes énergétiques qui sont mal vécus si on n'a pas déjà travaillé certaines choses en nous. De même pour les traumatismes émotionnels, il y a des choses qui peuvent surgir dans une science psychique qui sont forts parce que le traumatisme n'a pas été traité autrement, Bien sans, sûr. sans substance. Donc, il faut préparer la personne, l'informer de ce qui va se passer, de la conduite à tenir. Ensuite, il y a la séance elle-même, et ensuite, il y a une ou plusieurs, souvent c'est plusieurs séances à tonalité psychothérapeutique d'intégration, Mmh. assimilation, digestion, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, comment on peut en trouver le sens, en quoi ça nous peut nous donner des idées sur quoi changer dans la vie quotidienne, parce que c'est pas fait juste pour faire une expérience, c'est fait pour quelque chose qui change de Bien concret sûr. après la séance. Donc comprendre quelles sont les ouvertures, les efforts, les compréhensions à mettre en place après la séance pour que ça ait été utile et que ça continue à travailler dans le bon sens, ce Mmh. qu'on a vécu. Bien Donc c'est sûr. ce qu'on appelle des entretiens d'assimilation, intégration, intégration surtout on dit dans le langage. Donc Mmh. déjà, c'est en plusieurs phases. Et puis à l'intérieur d'une séance, alors quand on a fait la première phase qui est la phase d'information et qu'on passe à la phase de la séance elle-même, Mmh. la première fois que la personne prend substance, il faut savoir que ça va dépendre de la substance, de la durée de la substance. Là, par exemple, la kétamine, c'est sur 1 heure. Le LSD, c'est sur 10-12 heures. Donc, c'est pas la même durée d'engagement. Et il faut prendre ses prédispositions, ses précautions pour pouvoir accompagner vraiment sans s'en aller, de la part du thérapeute, le patient pendant toute cette durée. Il ne s'agit pas de le laisser tout seul, d'aller faire autre chose, puis de revenir 1 heure après. Ça, il faut Bien être sûr, présent tout le temps. bien D'où sûr. l'intérêt des deux co-thérapeutes, un homme, une femme, pour plein de raisons, mais aussi pour se relayer Bien sûr. et assurer qu'il y ait toujours en permanence au moins un thérapeute qui est là présent dans la salle. Alors, ça dépend du temps, ça dépend de la substance, de la qualité de la substance, enfin la qualité, Mmh. de la, comment dirais-je, par exemple, la kétamine a des effets dissociatifs qui séparent un peu la conscience du corps, qu'on ne retrouve pas dans certaines autres substances, donc ça va donner une certaine tonalité à la substance. On pourra s'en servir pour un certain type d'expérience. Il y a plus C'est souvent, par selon ce exemple, qu'on va rechercher, en fait, on vient selon ce qu'on va travailler rechercher, sur voilà, tout à fait. d'accord, OK. Mais, Je mais choisis en ces gros, quand substances. même, il y a toutes les mêmes effets. Il y a des effets dits psycholytiques à dose moyenne et puis des effets psychédéliques à dose forte. Les effets psycholytiques, c'est qu'on peut plus facilement travailler sur la psyché de l'individu, qui devient plus souple, plus malléable, plus Donc on ouverte. va faire des bonds en psychothérapie, on va pouvoir avancer Voilà, et tout on à fait. reste sur le domaine plus Voilà, habituel de ce qu'on retrouve en tout psychothérapie. à fait. OK. Et puis il y a les doses plus fortes, dites psychédéliques, Ouais. qui elles vont relier la conscience du sujet à une conscience plus grande que la sienne, avec, ça peut être d'autres consciences, hein, les chamans, ce sera des esprits, ou des mondes parallèles. Pour les thérapeutes plus jungiens, ce sera l'âme, le soi avec un S majuscule, ou le transpersonnel, euh, Et c'est là que tu cites, l'inconscient collectif, par exemple, ou alors plus, c'est-à-dire un effacement des frontières de l'ego, une dissolution de l'ego, une mort de l'ego, comme on dit, initiatique, qui se fond dans le tout et qui vit son appartenance à tout et son lien à toute la création et toutes les créatures, et qui est dans une extase un peu mystique d'union à la source, unio OK. mystica. Donc tout C'est ça, là c'est que tu plutôt, parles d'état psychique qui ressemble à l'état visionnaire oui, relaté par voilà, les grands mystiques. tout C'est à de fait, exactement. l'élargissement de la conscience, on vient toucher quelque chose. Alors certains diront de divin, certains diront d'universel, de commun, mais on est vraiment sur une expérience spirituelle assez importante. Oui, oui, on a accès à la conscience pure avec un C majuscule, par rapport à la petite conscience qui est la nôtre, qui Oui. est qui se réfléchit dans les reflets et les réflexions qu'amène l'altérité. C'est-à-dire que on pourrait dire que la grande conscience fondamentale qui est à l'origine de tout, et qui est à la fois tout et rien, et qui existe et n'existe pas en même temps, c'est tout des paradoxes. C'est Mmh. comme si on était complètement amnésique et qu'on nous avait mis dans un caisson d'isolation sensorielle, c'est-à-dire aucune stimulation des sens,
aucune histoire qu'on se raconte sur ça, puisqu'on a tout oublié. Il resterait plus que la conscience pure. C'est-à-dire juste la conscience d'exister, c'est tout. Waouh. Et Ouais, ben ça, c'est très la différent base. de notre expérience ordinaire, hein. Voilà, ça, c'est la base de la conscience, quoi, qu'on Ouais. peut retrouver dans certains types de méditation extrêmes. Mais si ça Et permet de vivre, excuse-moi, si ça permet de vivre des choses aussi, voilà, ça paraît magnifique, ça paraît presque inatteignable, hein, pour certaines personnes et là, on nous dit: «Mais en fait, il y a des produits qui permettent d'atteindre cet état-là», alors de manière accompagnée comme tu le dis. Mais dans ces ouais, cas-là, pourquoi ces substances, elles suscitent, autant de controverses? bah, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des abus dans les années 60, donc c'était presque des troubles à l'ordre public qui étaient craints, et puis Ouais, un renversement des valeurs patriarcales, consuméristes. Donc, parce que c'est pour ça, un peace and love, c'est vraiment les psychédéliques, le LSD avec les hippies, hein, c'est contre la guerre du Vietnam, un mouvement mmh, féministe pour les peuples premiers, etc. C'est tout ce qui remet en cause l'ordre du blanc, white anglo-saxon protestant, qui vit dans la domination, la compétition, la méritocratie, le profit avant tout, l'avidité, etc. Ça remet en cause tout ça. Quand on voit les connexions de chaque âme avec toutes les autres âmes, ça induit plutôt de la fraternité. C'est plutôt égalité, liberté, fraternité, hein. C'est ouais. plutôt, comment on appelle ça, quand on partage quelque chose à quelqu'un et qu'on travaille avec lui. C'est pas compagnonnage, c'est, bon, Ah oui, enfin, de la ça amène à, coopération, ouais, voilà, c'est ça que je cherchais, bien merci. sûr, C'est ça. ouais, Ça amène de la coopération plutôt que de la compétition et de la lutte ouais, pour le plus fort. ouais, Donc ça renverse complètement les valeurs d'Occident. Ça, c'est une première chose qui fait que ça a été. Donc les quelques petits accidents qu'il y a eu, malgré toutes les erreurs et les imprudences et les nombres de consommation, il n'y a eu que peu d'accidents finalement. Ils ont été montés ouais, en épingle par les hommes politiques et la presse. Donc c'était interdit. Et puis surtout parce que ça crée des états modifiés de conscience élargis avec lesquels on est très mal à l'aise en Occident. Nous, on est pour la raison raisonnante, on est pour les lumières, là, que tout doit être expliqué, tout doit être explicité, tout doit être compris. On fait très peu de place à l'intuition, au rêve, aux synchronicités, aux capacités dites paranormales, parapsychologiques qui existent en tant que telles, aux esprits. Enfin, on a très peur de nouveau remélanger la médecine et la science ouais. avec la spiritualité, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, hein, puisqu'au contraire, les deux sont importants pour l'être humain, comme les deux jambes sont importantes pour marcher. Et semblent Et aller aussi, bien de pair et se rejoindre dans voilà. ce qu'on découvre. Donc il y a toute cette méfiance vis-à-vis d'état élargi de conscience qu'on peut prendre pour une sorte de délire mystique ou Mmh. de mythomanie ou de phénomène hystérique ou hystériforme Mmh. ou enfin des trucs pas sérieux qui valent pas la peine d'être étudiés. Ça, Ouais. c'était beaucoup la position d'Occident. Et maintenant, au contraire, il y a tout plein d'études qui s'interrogent, scientifiques, hein, qui s'interrogent sur la nature de la conscience, mais aussi sur la nature des états élargis ou modifiés de la conscience. Mmh. Hein, ne serait-ce que Corinne Sombrin, par exemple, Mmh. qui travaille avec des scientifiques dans le Le Coma chamanisme. Science Group. Voilà, le chamanisme qui est étudié par le Coma Science Group euh, en Belgique. On Oui, est c'est un ça. petit peu réfractaires en France, hein. C'est vrai que nos voisins, que ce soit les Belges, les Allemands, les Suisses, tu Oui, parles de nos voisins très proches, qui sont quand même plus ouverts, que ce soit aux substances, aux états élargis de conscience et puis en France, on est un peu, non, on oui, veut oui, pas, le pays on des chien. Lumières, oui, tout à fait. On est très rationaliste encore. On est encore très dans Mmh. le calcul opérationnel sur une philosophie ou une conception du monde qui laisse peu de place à l'inconscient et à ses liens avec plus grand que lui, quoi. Oui, Parce que c'est ça, hein, c'est modifier, les psychédéliques, c'est modifier le lien ou le rapport qu'on a, la relation qu'on a avec soi-même, avec les autres et avec le avec le monde. monde. Ah C'est bien sûr. beaucoup une thérapie du lien, Ouais. restaurer un lien sain, un lien de partage, un lien de respect réciproque, un lien de reconnaissance mutuelle, un lien euh, de gratitude, donc, ou alors d'ouverture et de pardon, ou de Mmh. compassion vis-à-vis des souffrances. C'est toutes des qualités de la conscience là, qui s'expriment à travers différents types de liens, qui sont boostés, qui sont stimulés par les psychédéliques. Oui, en entendant tout ça, Ça, on peut comprendre que ça entre pas dans l'agenda politique, hein, des dernières voilà. années et Ah que, oui, parce ce ne que soit pas forcément c'est poussé, ça. bien entendu. Ça augmente la résilience des gens, ça augmente Oui. leur autodétermination, ça augmente leur indépendance, leur capacité à se réjouir avec peu. Bon, en Mmh. tout cas, pas des trucs très chers, pas des trucs qui se vendent, genre un coucher de soleil, Oui, genre le visage d'un enfant, genre chanter ensemble, genre danser, genre faire le tambour. Enfin, ça demande des choses qui coûtent rien et qui rapportent rien bien sûr. au lobby agroalimentaire et même
plus Oui, du large. co-décisionnaire, bien sûr. Voilà, Beh, oui. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant et il me semble que c'est le sujet de ton dernier livre. On sait que les psychédéliques peuvent avoir de très beaux effets pour les personnes qui vivent une forte anxiété liée à une mort prochaine, pour les personnes en fin de vie, en fait. tout à fait, parce qu'il y a dans la fin de vie, quand vous savez que vous allez mourir bientôt, que c'est inéluctable et qu'il y aura des souffrances, ça peut déclencher ce qu'on appelle un syndrome anxio-dépressif, Mmh. perte du sens de la vie aussi, désespoir, abattement. Et ça, c'est des protocoles qui sont proposés, quelque part à des personnes, alors que ce soit âgées, des Oui, personnes oui, malades, parce que j'imagine? oui, parce que la plupart des gens ont peur de la mort, ce qui est tout à fait, Mmh. normal et instinctif, je dirais presque, Mmh. et n'ont pas de notion de ce qu'il pourrait y avoir dans l'au-delà. Et les psychédéliques, notamment certains psychédéliques comme la 5-MeO-DMT, qui vient du crapaud, Bufo alvarius, ou bien la kétamine, Oui. induisent des expériences de dissociation et des états d'indulgence qui sont proches de ce que vivent les gens dans les expériences de mort imminente. Ah oui. C'est-à-dire que certains psychédéliques, ou dans certaines conditions, mais tous les psychiques peuvent le faire, mais certains un peu plus que d'autres, euh, provoquent une expérience d'élargissement de conscience qui est proche de ce qu'on vit lors du détachement de la conscience du corps lors de la mort, Mmh. tel que ça a été reporté dans des expériences de mort imminente, hein, qui sont un phénomène très bien étudié, très scientifiquement étudié. Ouais. Donc, quelque part, apprendre à voyager dans des contrées lointaines de la conscience, être un psychonaute, c'est un peu être un thanatonaute, c'est-à-dire c'est apprendre déjà à se familiariser et à apprendre à naviguer dans les espaces qu'on rencontre après la mort, ce que les Tibétains appellent les bardos, les états de moitié de conscience qu'on retrouve après la séparation de la conscience du corps. Donc c'est un domaine de connaissance, d'expertise de la mort qui est proche, et les gens qui qui font des thérapies psychiques à l'orée de la mort, c'est-à-dire quelques mois avant leur mort annoncée ou quelques semaines, ils disent ne plus avoir peur de la mort. Ils ont fait une expérience de conscience élargie qui fait qu'ils savent qu'après la mort du corps, ça reste, il y a quelque chose d'éternel, Mmh. d'essentiel, qui ne se perd pas, que l'on conserve. Et donc, ça peut les soulager grandement de la peur de la mort. Et c'est pas que dans la tête, voilà, je vais lire, Ah non, 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 ils le vivent. les livres de Stéphane Voilà, Hayek, de plein de gens, puis je vais me dire: «OK, bon, il y a quelque chose qui se passe» et là, c'est un ressenti corporel, tout je à fait. vois, je sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai et du coup, ça Exactement. vient rassurer vraiment, oui. Comme dans les expériences de mort imminente, hein, les gens qui disent ça, ils disent: «Vous Ouais. pouvez me dire ce que vous voulez, moi je sais que c'est vrai, c'est plus réel que Mmh. la réalité». Bien sûr. Ça s'appelle le sentiment noétique, c'est-à-dire l'impression d'avoir vécu un état de conscience qui a une valeur instructive, informationnelle supérieure à l'état élargi et l'état, pardon, rétréci de conscience dans lequel on est habituellement. C'est plus vrai que la réalité ordinaire. Bon, Ça, c'est ce que j'imagine vivent que les gens. toi, tu disais bien, hein, qu'en tant qu'encadrant de ces expériences, c'est important d'avoir vécu, soi-même. Donc tu disais aussi que tu as consommé, plusieurs, substances. Est-ce que tu as vu au fil de ta vie, des changements, des transformations qui sont restés? Est-ce que ça a changé au final qui tu étais? Bah, ça change plein de choses. Ça change déjà, comment on peut se concevoir en tant qu'être humain, Mmh, et qu'est-ce qui est le plus important chez l'être humain, et quel rôle, pardon, joue la conscience chez l'être humain, quel rôle essentiel, primordial, central. Qu'est-ce qui est vraiment important? Quelles sont les valeurs clés? Le fait de ne plus avoir peur de la mort, et d'avoir une certaine compréhension de ce que c'est que des «esprits» entre guillemets, ou «sang» oui. entre guillemets. Tout ça, je l'ai vécu, et tout ça, ça modifie bien sûr ma façon de concevoir ma présence sur terre. La terre, c'est juste un type d'expérience particulier, certes, très riche, que peut faire la conscience parmi tant d'autres. Donc il ne faut pas s'y accrocher, mais il ne faut pas non plus le rejeter. C'est quelque chose d'original qu'on d'être ici, et la conscience fait des expériences pour agrandir sa propre conscience. Mmh. La conscience adore s'agrandir, se multiplier, bourgeonner, et, donc en créant des formes dans lesquelles elle se reflète, un peu comme dans le caisson d'isolation sensorielle pour quelqu'un de complètement amnésique, ça c'est la conscience Oui. pure. Mais si dans le caisson on lui remet un miroir et il commence à se regarder, alors ses réflexions se tournent vers quelque chose, donc il réfléchit sur ce qui se passe, et là il crée petite conscience qui est enferrée dans ses perceptions, et qui fait que, comme si on mettait deux miroirs l'un en face de l'autre, quand on regarde, ils se reflètent l'un à l'autre, et ça Ils fait des sont milliers de enfermés. miroirs comme ça qui apparaissent. Mais c'est ça la petite conscience, c'est la conscience pure, mais qui est enfermée dans une forme et qui Oui. s'y reflète et qui s'y regarde et qui s'y goûte à travers cette forme. Donc sur Terre, on prend plein de formes possibles, et la conscience fait plein d'expériences. Et c'est ça le but de la vie, en gros. C'est juste de faire les expériences. Il n'y en a pas de bonnes et pas de mauvaises, sauf dans le relatif. Dans l'absolu, il n'y a pas de bonnes et pas de mauvaises. Euh, et tout est bon à prendre, on peut faire feu de tout bois. Après, il y aura toujours de ces expériences
un éclair de conscience qui surgira. C'est ce que les gens qui ont une expérience de mort imminente appellent ça la revue de vie, où ils revoient Oui. toute leur vie et ils voient ce qu'ils ont fait de bien, enfin de bien, ce qui a fait du bien aux autres et ce qui leur a pas fait du bien, on va dire ça comme ça, sans connotation morale, et ils comprennent, ils apprennent et ils rajoutent tout ça au flot de conscience universelle. Ils ont été comme des tentacules qui sont allés chercher dans la matérialité de la vie des expériences qui ont permis à la conscience d'origine qu'ils ont envoyée, entre guillemets, enfin, qui a irradié ces petits bouts de conscience, euh, d'avoir d'autres informations, d'autres connaissances. OK. Oh, c'est peut-être un peu tout confus ce que je dis, non, ça va? Non, Ça non, se non, suit? moi ça me parle, écoute. D'accord. Bon. Ça me parle, non, non, mais je trouve que c'est un sujet passionnant. On parle souvent sur Mental Wave de la survie de la conscience, de tout ce qu'on sait aujourd'hui, des voyages d'exploration qui peuvent se faire. J'étais en train de me demander justement si tu parles de la revue de sa vie, si c'est quelque chose qu'on pouvait, vivre en ayant consommé des Oui, psychédéliques oui, ou si oui, c'est réservé, tout à fait, tout à fait. Quels que soient les psychédéliques, ça peut arriver. OK. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit focalisé sur un événement seulement ou un traumatisme seulement, c'est petit à petit tous les éléments clés de la vie qui sont passés au scanner Mmh. par la conscience élargie sous la substance. Ouais. Donc, on peut ainsi vivre différents événements majeurs qu'on n'avait pas bien saisis. D'ailleurs, parfois, Mmh on mh. s'en était même pas aperçu dans la vie réelle que c'était important pour ceux qui l'ont vécu avec nous. Et ça arrive, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois après une séance de psychique d'appeler des gens en leur demandant pardon, je suis désolé, je ne m'étais pas rendu compte qu'en 10 ans, en faisant ça, j'ai pu faire du mal ou vous Ah, c'est blesser beau. ou mais la substance vous amène, enfin la conscience vous amène à le faire, hein, Ouais, il ça permet de devient la complètement réparation. naturel. Ouais. Totalement, ouais, tout à fait. Beau. Je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu penses, puisque là on a parlé de moyenne dose, qui va avoir pour conséquence d'approfondir l'expérience psychothérapeutique, de plus grosses doses qui permet vraiment de vivre une ouverture de conscience. Qu'est-ce que tu penses du microdosing? Donc c'est le fait de prendre régulièrement de toutes petites doses d'une Oui, substance, 1/10 de la dose psychédélique, ouais. 1/10, voilà, Tous les pour 3 jours. bénéficier de ces bienfaits Ouais. en douceur, en profondeur, intégrés sûrement différemment. Ben, la philosophie n'est plutôt la même. Là, on est plutôt, non pas dans le changement de l'ego ou dans la dissolution de l'ego, mais on est dans le renforcement de l'ego. C'est plutôt des thérapies pour l'ego. C'est-à-dire qu'ils vont Ah, augmenter la créativité, la concentration, l'humeur, OK. l'énergie Ah, c'est marrant, donc on est et vraiment su comme sur une échelle alors, une toute petite lutter contre la dose. fatigue. Voilà. Une toute petite dose, on reste sur l'ego, une moyenne dose, on monte et puis on monte encore, Voilà, tout à fait. Il y a un aspect progressif, tout à fait, des niveaux de la conscience. d'accord, OK, ouais, donc ouais, c'est ce qui la quantité consommée, va faire la Ah, bah, bien différence. sûr. Alors pas forcément entre une bonne et une mauvaise expérience, hein, c'est ce que tu disais, là on est plutôt sur, le contexte, mais par contre en effet sur la profondeur et le niveau où se place cette expérience, quoi. Tout à fait, totalement. OK, Ouais, c'est beau. C'est beau. ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Olivier. Je ne sais pas Merci. s'il y a quelque chose que tu souhaitais, ajouter, que tu souhaitais dire aux personnes qui s'intéressent, qui peut-être auraient envie de vivre même, cette expérience? Bah, renseignez-vous, ne vous jetez pas sur le premier stage, la première proposition possible, parce que Oui, maintenant il y a une offre qui est un peu surabondante, même si elle est encore largement underground, c'est-à-dire pas explicitée, pas pas toujours facile légalement d'accès, oui. acceptée. Donc c'est comme dans tout milieu, il y en a qui profitent d'une mode ou d'un intérêt naissant pour se donner très rapidement le titre de grand gourou, grand chaman, grand Mmh. thérapeute, alors qu'ils ont été très peu formés. Donc il Ouais, y a le bouche à oreille qui joue, et puis aussi les diplômes de la personne, mais aussi le fait que c'est mieux d'avoir un psychiatre, psychologue ou etc., bien ou au sûr. moins un médecin, au début du moins, mais pas n'importe quel psychiatre, psychologue, quelqu'un qui a vécu les états élargis de la conscience sans Mmh. psychédélique, qui a vécu les états élargis de la conscience avec psychédélique, et qui a su en faire quelque chose de bien pour sa vie, donc, et puis qui est capable d'accepter que se passe en sa présence et pendant des heures et des heures d'expériences intenses qu'il va falloir qu'il sache réguler, encadrer pour que ce soit bien, et ça demande des qualités, des compétences Mmh. que n'ont pas tous les thérapeutes. Hein, il vaut mieux se former à la thérapie transpersonnelle, allant au-delà du petit ego quand on veut accompagner ensuite des gens. Donc, ce qu'il faut dire, par exemple, c'est ça, je parle pour les soignants, pour les gens qui sont intéressés, il y a une initiation en profondeur aux psychothérapies assistées par psychédéliques, au PAP OK. donc, qui se fait en francophonie par le biais de la Antea, ENTEA. Et d'ailleurs, le lien pour aller voir, c'est antea.ca, .ca, parce que c'est au Canada que ça se Super. Bon, on roule. va mettre le Mais il y lien a aussi. toute une équipe pédagogique suisse, D'accord. française, canadienne, qui encadre ça. C'est fait pour ceux qui sont thérapeutes déjà, hein, c'est pas fait pour Génial. n'importe qui, et qui OK. voudraient donc
commencer à voir, quel genre de compétences, de savoir-faire, de savoir-être il faut avoir pour, encadrer les PAP. Donc Super. ça, c'est ça et puis, voilà, c'est le principal, nouvelle. Je vous ai dit, hein, le livre de Catherine Dufour, Kétamine Conscience Thérapie, c'est un très Mmh. bon livre qui va faire date, dans le milieu On va mettre psychédélique le on va mettre francophone. le lien. Ouais, donc bien choisir la personne, qui nous accompagne. C'est ce qui va être, Ouais, ce qui va être essentiel, d'avoir de la confiance, mais pas que, aussi une oui, oui, légitimité et une expérience à la fois personnelle et dans ouais, l'encadrement. tout à fait. Super, bah, merci beaucoup, Olivier pour, toutes ces Merci Lydie. explications, c'est très clair, hein. On rappelle à nouveau que c'est pas forcément légal en France, mais il y a des recherches qui sont prometteuses. Donc, on voit qu'il va y avoir de belles avancées à mon avis dans les décennies à venir sur le plan de la psychothérapie, c'est ça fait plaisir Oui, et puis puis pour un mantra, oui, les psychédéliques, c'est pas automatique. magnifique, comme les Vous vous souvenez? antibiotiques. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, moi je le dis, hein, tu es l'expert français sur ce sujet, donc tu as plein de livres. Il y a La médecine psychédélique qui est sorti en 2009, La révolution psychédélique, L'éveil psychédélique et puis ton dernier livre, La thérapie psychédélique pour accompagner la fin de Et vie. puis un livre avec, Stéphane Schinger sur l'approche, spirituelle et Chamanique. psychédélique Ah oui, OK. chez Trédaniel et puis un autre livre que j'avais fait où j'avais interviewé, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, j'avais interviewé 7 thérapeutes qui, leur posant les mêmes questions et voir comment, ils répondaient différemment C'est ou de la clair. même façon par rapport aux psychédéliques et c'est un livre qui est très intéressant, mais je me souviens plus le titre, c'est Eh ben, écoute, on va le retrouver sur ton site, on va le mettre en ouais, description, on sur va mettre, Amazon, c'est sur ouais, Amazon. bien sûr. Mais en tout cas, il y a plein de choses à lire. On va tout mettre en description pour que vous puissiez, retrouver ces ouvrages. Merci Olivier, merci à tous, merci à Merci. toutes d'avoir été, présents ici. Je vous dis à très bientôt sur Mental Wave et puis pensez à vous abonner pour soutenir notre travail et recevoir les notifications des prochains entretiens. Au revoir à toutes et à tous.